Est-ce que vous pouvez imaginer qu'une des pires armes jamais créées n'est pas née dans une usine militaire, mais dans une cuisine universitaire? Pendant l'été 1942, à Harvard, une équipe de jeunes chimistes dirigée par Louis Pfizer bidouille une arme incendiaire pour l'armée américaine. Faute de matériel, ils se tournent vers les ustensiles du campus, notamment le hachoir du réfectoire, qu'on m'a l'accès des gels expérimentaux. Pourquoi ce bricolage? Parce que le but est simple, épaissir un carburant pour qu'il colle, se répande, brûle plus chaud et plus longtemps qu'une essence liquide. Ils testent alors des mélanges d'acide naphthénique et palmitique, dissous dans de l'essence. C'est la recette qui donnera son nom à l'arme, le napalm. La première démo publique a lieu le 4 juillet 1942 sur un terrain près du campus. Devant des représentants militaires, une boule de feu de plus de 1000 degrés impressionne par sa portée et sa durée de combustion. Convaincus immédiatement, les autorités lancent rapidement la production à grande échelle. Des usines américaines comme celle de Dow Chemical commencent à fabriquer le mélange par milliers de tonnes. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'existe pas une seule recette du napalm. La formule d'origine, mise au point en 1942, a été sujet à des modifications au cours du temps et des besoins. Dans les années 60, une nouvelle version est apparue, le napalm B. Cette fois, c'est un mélange de kérosène et d'essence, épaissi par du polystyrène en poudre, avec des solvants aromatiques comme le benzène. Résultat, un gel plus stable, qui s'enflamme plus facilement et brûle encore plus chaud, tout en dégageant une odeur chimique très reconnaissable. Les températures typiques de combustion du napalm varient entre 800 et 1200 degrés, voire davantage selon les formules. À ces chaleurs, l'eau ne suffit pas pour éteindre le feu. Le gel continue de brûler plusieurs minutes, collé aux surfaces, comme la peau. Les effets sont évidemment létaux. Brûlure profonde, asphyxie par manque d'oxygène, intoxication au monoxyde de carbone et aux fumées toxiques. Avec le napalm B, les fumées contiennent en plus du styrène, particulièrement nocif. Bref, ce n'est pas seulement une arme qui tue par le feu, c'est aussi une arme chimique, qui vole l'air et empoisonne ceux qui respirent le peu qu'il en reste. Tout ça pour dire que dès 1943, le napalm est conditionné dans des bombes incendiaires standardisées et intégré aux arsenals de l'US Army et de l'US Air Force, prêts à être employés dans les campagnes qui suivront, et ils se sont pas gênés pour l'utiliser systématiquement. La première vraie utilisation du napalm se fait pendant la Seconde Guerre mondiale au Japon. L'idée stratégique de l'Amérique à ce moment-là, c'est de briser l'appareil industriel et le moral d'un Japon qui refuse l'armistice. On lance alors, entre le 9 et le 10 mars 1945, une vaste attaque sur Tokyo, avec différentes bombes incendiaires. Ça va du gel incendiaire au phosphore blanc, le tout balancé dans des zones urbaines, densément peuplées et hautement inflammables. Les constructions japonaises de l'époque étant faites de bois et de papier. En 2 heures, les départs de feu se transforment en une mer de flammes infernales. Il semblerait que 41 km² soient partis en cendres et qu'il y ait eu entre 90 à 100 000 morts et jusqu'à 1 million de sans-abri en quelques heures. Peu de gens le savent, mais c'est le raid le plus meurtrier de la guerre et potentiellement de l'histoire. Plus destructeur encore qu'Hiroshima, mais la différence de la bombe nucléaire, ce sont 279 B-29 et 1665 tonnes d'incendiaires qui sont mobilisés en une nuit. Au fil du printemps 1945, Tokyo est refrappée et la plupart des grandes villes japonaises subiront le même sort. Seulement 3 grandes villes sont épargnées sur les 67. Dans les années 50, en Corée, le napalm devient l'outil central de l'aviation US et ONU. Environ 32 000 tonnes larguées en l'espace de 3 ans. Des villes entières comme Sinuiju ou Pyongyang sont ravagées par les flammes, causant évidemment des milliers de morts. Côté civil, le souvenir est celui d'un enfer à ciel ouvert. Même les pilotes de l'époque rapportent être revenus nauséeux de l'odeur de chair brûlée qui imprégnait leur appareil après les raids, menés souvent à basse altitude. Historiquement, l'utilisation la plus massive de cette arme s'est passée entre 1963 et 1973, au Vietnam. C'est environ 388 000 tonnes de napalm qui sont larguées sur l'Indochine. Officiellement destinées à dégager des lisières de jungle et appuyer l'infanterie au sol, ces frappes tuent et terrorisent des civils autant que des combattants mal équipés. Le 8 juin 1972, une frappe au napalm près de Trang Bang est restée célèbre. Immortalisée par le photographe Nick Hutt, on y voit une fillette fuir nue, brûlée, de son village bombardé. La photo fait basculer immédiatement l'opinion publique, montrant enfin le vrai visage de cette arme aux Occidentaux. Des manifestations éclatent aux États-Unis en faveur de la paix et de la fin de cette guerre monstrueuse. On pointe du doigt notamment Dow Chemical, l'industriel qui fabriquait le mélange pour l'armée. Le mot napalm passe alors de arme miracle à symbole d'horreur universelle,
scandalisant même certains de ses utilisateurs. Il a fallu attendre 1980, bien après qu'on soit allé sur la Lune, pour interdire en toutes circonstances l'emploi d'armes incendiaires contre des civils, ce qui relevait pourtant du simple bon sens. Le protocole 3 interdit l'usage de ces armes par voie aérienne contre des objectifs militaires situés au sein de zones civiles, et le restreint très fortement dans les autres cas. C'est un protocole qui sera souvent bafoué, malheureusement. La MK77 américaine est la dernière version actuelle de cette arme, un successeur direct du napalm, avec des effets similaires, et encore utilisé au début des années 2000, notamment en Irak. On parle beaucoup dans la culture populaire de la facilité à produire du napalm et de son efficacité. Mais peu imaginent ce que ça signifie vraiment, suffoquer dans une jungle en flammes, ou brûler sous une gelée en feu impossible à éteindre. Et encore moins savent que tout a commencé avec quelques étudiants qui voulaient aider leur pays à gagner la guerre, en bricolant avec de simples ustensiles de cuisine. C'était Wapsis, j'espère que vous avez apprécié ce petit focus sur cette arme mortelle et fascinante. Prenez soin de vous, et à la prochaine.